Chers amis, soyez les bienvenus à ce séminaire de la nature de l'homme. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le même sujet de la semaine dernière, violence physique et psychologique. Mais aujourd'hui, on va traiter le sujet de comment diagnostiquer la maltraitance. Et je donne la bienvenue à Edem qui nous accompagne aujourd'hui. Soyez tous les bienvenus. Et también bienvenue à tous ceux qui nous accompagnent en ligne pendant l'enregistrement de ce vidéo. Alors, la semaine dernière, on avait parlé beaucoup de choses, hein. Et on a parlé, entre autres, de ce cercle de la violence intrafamiliale qui commence par une première étape qui peut être commune à la vie courante de n'importe quel couple. C'est l'accumulation, augmentation des tensions. Le fait qu'il y ait des tensions dans un couple, ça ne veut pas dire qu'il y a de la maltraitance. Mais par contre, si on rentre dans le cycle, dans le cercle vicieux qu'on va décrire à continuation, là oui. Et donc la semaine dernière, on avait dit que cette accumulation, elle est progressive. Il arrive à un point où ça donne lieu à une explosion de violence ou un incident aigu de violence. Là, on est en plein dans la maltraitance, qui est suivie par une troisième étape. Et cette troisième étape, c'est une période de calme ou de regret. L'autre dit, je suis peut-être allé trop loin, je devrais peut-être me ressaisir, etc. Mais il va demander pardon, les choses vont s'arranger. La victime, elle va se sentir soulagée, il va dire, OK, d'accord, pas la peine de tout arrêter, ça va bien se passer par la suite. Et le problème, c'est qu'après la troisième étape, ça recommence dans l'étape 1, où il y a une accumulation, une augmentation des tensions. Et puis, c'est un cercle vicieux dans lequel on ne s'en sort pas. Puis la victime, elle ne sait pas comment réagir ou comment s'en sortir. Donc, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. On avait parlé beaucoup des statistiques sur la maltraitance. Et aujourd'hui, on va commencer à présenter les outils nécessaires pour identifier la maltraitance dans le couple. Donc, on a ici des images de maltraitance. Il y a un premier texte que j'ai écrit pour présenter le sujet. Comme beaucoup de thérapeutes, j'ai également constaté que les patients, après certains rendez-vous, viennent avec un degré élevé d'anxiété parce qu'ils prennent conscience de la situation de violence psychologique dans laquelle ils se trouvent. Et la plupart des critères présentés, ils les ont supposés comme des problèmes normaux. C'est l'un des aspects les plus dommageables de la violence psychologique, puisqu'il ne s'agit pas de violence physique. Il est plus difficile de détecter et d'identifier comme quelque chose qui ne devrait pas se produire dans une relation saine. C'est pourquoi il est très nécessaire de prendre le temps de réfléchir à la mesure dans laquelle nous vivons ou reproduisons des formes de violence psychologique. Mhm. Alors, très important ici, c'est que la violence psychologique, c'est quelque chose qui se passe entre deux personnes, hein. Donc, il y a un agresseur et une victime. Et souvent, les rôles, ils sont interchangeables. Il y a souvent aussi l'aspect, quelqu'un qui a été maltraité pendant son enfance, il peut devenir un gourou, il peut devenir un maltraitant. Et donc des victimes à agresseurs. Donc, il n'y a pas de règles toutes faites. Et c'est pour ça que, comme on l'a précisé la semaine dernière, on ne juge pas dans ce sujet et dans notre démarche en général, on ne juge pas les personnes. On est là pour les aider à surmonter des situations. Donc, on ne juge pas, mais quelqu'un qui est agresseur, il a besoin d'aide. Bien évidemment, la victime, elle a plus besoin d'aide que l'agresseur. Mais sans oublier la victime, il ne faut pas non plus oublier l'agresseur. Parce que l'agresseur, il peut être aussi une victime d'une expérience qu'il a vécue au passé et dans laquelle il est resté coincé psychologiquement. Donc, il y a un mécanisme qui s'est mis en place. Donc, il convient de consulter et de se faire aider pour pouvoir trouver des solutions adaptées et surmonter les difficultés. À continuation, on va présenter les 30 signes que votre partenaire peut vous maltraiter psychologiquement. Donc ça, le but, c'est d'identifier une situation de maltraitance. Alors, en soi, ce n'est pas un test de maltraitance. On va présenter un test pour identifier les cas de maltraitance, mais cette liste euh, a pour but d'identifier une situation de maltraitance sans la préciser. Ceci est une brève liste de types de comportements qui servent à identifier les cas de violence psychologique dans un couple. Elles sont posées sous forme de questions pour les rendre plus accessibles et faciles à relier aux expériences de chaque personne.
Il est essentiel de noter que cette liste s'applique aux deux sexes, hommes, femmes. Mhm. On a déjà précisé la semaine dernière que les statistiques sur la violence que les femmes exercent sur les hommes sont pratiquement inexistantes. Donc c'est un sujet qui, pour des raisons culturelles, a été mal analysé, mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a du mal à savoir quelle est la prédominance, quoique on a une petite idée. Voilà. On sait que c'est plus les hommes qui maltraitent les femmes que le contraire, mais les hommes maltraités par leurs femmes, ça existe. Donc voilà, on voulait oublier personne. Hein. Et je peux ajouter que même ça Ouais. devient de plus en plus courant que les femmes maltraitent les hommes. C'est juste que les hommes, a beaucoup de préjugés comme quoi ils sont faibles, on va parler de leur virilité qui est remise en jeu, etc. Du coup, c'est Exact. vraiment un sujet sensible. En fait, je pense qu'on va parler à la fin quand on fera la conclusion, mais dans quelques sujets, les effets en fait, le machisme, c'est une abomination, c'est quelque chose de très mauvais, parce que c'est une forme de discrimination, c'est comme le racisme, c'est comme l'antisémitisme, etc. Ce sont des formes de discrimination et c'est inacceptable d'un point de vue social. Cependant, le féminisme, c'est une forme aussi de discrimination. Ce qui fait que en soi, le féminisme tel qu'il est porté aujourd'hui par certaines personnes est tout aussi inacceptable que le machisme. Donc, les femmes, ils sont passés d'un statut, ils passent progressivement d'un statut de victime à agresseur. Et ce n'est pas ce qui est souhaité. Ce qui est souhaité, c'est de trouver un équilibre dans la société. C'est pour ça qu'il ne faut pas être machiste, il ne faut pas être féministe. Je disais ça d'une manière un peu comique, on peut pas faire rire, mais ça a beaucoup à voir avec la réalité. Je ne suis ni machiste ni féministe, je suis équilibriste. Non, mais on devrait tous l'être comme ça, hein. On devrait tous être équilibristes. En fait, il s'agit de respect de l'autre. C'est considérer l'autre, c'est le chérir, c'est l'aimer. Comment on peut parler d'amour dans le couple si on est en train de se positionner contre l'autre? En fait, le féminisme aujourd'hui, il met les femmes contre les hommes. Et c'est pas ce qui est souhaitable si on veut parler d'une société équilibrée et saine. Le noyau de la société qui est la famille dépend de cela. Donc, on va lire la première. Contrôle-t-il ou contrôle-t-elle l'argent que vous dépensez? Devez-vous demander de l'argent à votre partenaire? Demandez-vous la permission lors de l'achat de quelque chose, que ce soit pour vous-même ou pour la maison? Hmm. Bon, ça, c'est le contrôle financier. Euh, Ça arrive la plupart du temps, ce sont les hommes qui contrôlent les femmes, mais de plus en plus avec le respect des droits des femmes qui sont vraiment loyales, on les défend. Les femmes, ils sont plus axés au marché du travail. Il y a des femmes qui gagnent très bien leur vie et qui ont une position financière dominante dans le couple. Donc, ça peut se produire aussi. Donc, il y a les deux. Et donc, en tout cas, c'est une situation dans laquelle l'autre est dépendant et tributaire vont vouloir de son partenaire pour l'autoriser ou non à faire certaines dépenses, même si ce sont des choses courantes de la vie. Euh, Donc, voilà, dans ça, c'est une le, forme de maltraitance. dans le sujet en espagnol, nous avions dit avec Itamar, du coup, que au Japon, c'était la femme, c'était dans la culture, enfin, les familles traditionnelles, c'était la femme qui gérait l'argent, la fortune de la famille, en fait. Tout à fait, tout à Mais fait. c'est parce qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est le respect de chacun, l'un envers l'autre. Oui. Donc, comme tu l'avais dit, il y en a un qui s'incline, qui donne l'argent, et l'autre aussi. Non, en C'est fait, c'est tous les jours, quand le mari vient du travail, la femme, elle le reçoit, elle s'incline devant lui. Mais quand il arrive le jour de la paye, le mari reçoit le salaire, il vient, et là, c'est différent. C'est lui qui s'incline devant la femme et lui remet le fruit de son salaire. Donc, c'est une forme de respect mutuel.
Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait faire ça Ah oui, dans oui, notre mais c'est culture européenne ou latine. Non, ce n'est pas de tout ce que je veux dire, mais c'est quand même intéressant de voir comment ils manifestent leur respect. oui, c'est beau. Si ça leur convient de manifester de cette manière-là, tant mieux. Mais en tout cas, on voit que c'est une culture qui est basée sur le respect. Donc, il n'y a pas de discrimination, il y a une égalité, bien que à ça, les apparences ils pourraient peut-être nous dire qu'ils sont plutôt machistes, mais en fait, en réalité, ils sont assez équilibrés, hein, parce que la femme, elle a un rôle bien défini dans la famille et c'est l'administratrice des biens de la famille. Donc, c'est quand même un rôle assez important. OK? Alors, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle vous dit comme vous, alors je recommence. Est-ce qu'il ou elle vous dit comment vous devez vous habiller? Si vous vous habillez d'une manière qu'il ou elle n'aime pas, est-ce qu'il se fâche contre vous pour cela et vous décidez de changer vos vêtements? Y a-t-il des vêtements que vous ne portez plus parce que vous savez qu'il ou elle n'aime pas que vous vous alliez comme ça et que vous aurez des problèmes pour cela? Mhm. Donc, ça, c'est le contrôle dans le vêtement. Sa façon de s'habiller. Il y a des hommes qui sont jaloux. Donc, ils ne souhaitent pas que leur femme soit dans des tenues où ils pourraient attirer l'attention. Donc, là, en France, on parle beaucoup de la burqa. Avec tout le respect que j'ai pour mes amis musulmans, je pense que la femme elle devrait avoir la liberté de porter la burqa si elle le souhaite. Si elle le souhaite sincèrement, si elle n'est pas contrainte par sa famille, si elle n'est pas contrainte par sa religion, par la société, etc., par son mari. Si la femme, elle souhaite porter la burqa, qu'elle le fasse. Pour le voile islamique, qu'elle le fasse. Mais si elle ne le souhaite pas, pourquoi serait-elle obligée? Voilà, donc ça c'est une réflexion. Et c'est pour ça que je pense que le pouvoir politique ne devrait pas se prononcer en faveur le port des voiles islamiques ou le burkini ou n'importe quel vêtement qui contraint la femme à s'habiller d'une certaine manière, ça ne devrait pas être le cas. Surtout que, surtout que l'homme n'est pas contraint. Il n'y a pas de contrainte pour l'homme. Donc, la femme ne devrait pas non plus avoir des contraintes. Donc, je pense que c'est une question de liberté et quand cette liberté n'est pas respectée, ben, on peut parler de maltraitance. Se met-il ou se met-elle en colère si vous passez plus de temps avec vos amis ou votre famille qu'il ou elle ne juge nécessaire? Mhm. Il y a des couples dans lesquels l'un des époux peut décider du temps à passer pour la famille, pour les amis. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus d'une heure que tu es au téléphone avec ta sœur ou avec ta maman. Ah, tu passes trop de temps au téléphone, on ne peut même pas te parler. Il y a un conflit qui commence. Ce qui fait que petit à petit, en fait, l'autre personne, que ce soit l'homme ou la femme, elle va réduire progressivement le temps de communication avec sa famille jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle est complètement isolée. Donc ça, c'est une forme de maltraitance. Oui, donc il ou elle veut monopoliser toute l'attention C'est de ça. son partenaire. Mm. Avez-vous des relations sexuelles même si vous n'en avez pas envie parce que sinon il ou elle se fâche? Mm. Ça, Euh, c'est sensible. alors, il convient de préciser qu'une relation sexuelle entre adultes non consentie, ça s'appelle un viol et c'est un délit. Ok. Ça, c'est une fois qu'on a fait cette précision. C'est C'est une très forme clair. de maltraitance, même dans le couple, un membre la femme ou l'homme, soit obligé d'avoir une relation sexuelle alors qu'il n'a pas tout à fait envie. Donc ça existe, hein, les hommes qui n'ont pas envie et les femmes qui n'ont pas envie, parce que, comme je l'ai expliqué dans les sujets précédents, la sexualité, c'est plus que l'acte sexuel, c'est quelque chose qui s'est construit, en fait, c'est le fruit d'une relation qui est construite. Et quand il y a la maltraitance, bah, cette construction, elle est bancale ou inexistante. Et quand il reste que la partie relation sexuelle, l'autre, il va se dégrader par le fait de céder, donc d'avoir une relation sexuelle alors qu'il n'a pas envie, il va se dégrader au niveau de l'objet. Donc il va devenir un objet sexuel pour son partenaire. Et là, c'est un conseil qui est donné, comptez les fois.
Comptez les fois où vous faites des choses que vous n'aimez pas ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord pour éviter une dispute. Hmm. Bon, ça, il convient d'analyser, qu'on fasse de temps en temps quelque chose pour éviter une situation de crise dans la famille, ça peut être normal. Mais si ça devient récurrent, ça veut dire qu'on n'a plus de liberté et donc c'est une forme de maltraitance. Contrôle-t-il ou contrôle-t-elle votre téléphone et vos réseaux sociaux? On avait longuement parlé dans le sujet en espagnol Ouais. de ce point. Donc, parce que c'est un classique, la femme qui est jalouse va vérifier le téléphone de mari pour en constater qu'éventuellement elle a des échanges un peu compromettants avec une autre personne. Si ça existe, hein, effectivement. Mais en aucun cas, je donnerais le conseil de violer l'intimité de l'autre. Parce que c'est un droit fondamental, c'est un droit individuel qui doit être respecté, c'est illégal. OK? De ne pas violer, non? Pardon? De ne pas violer l'intimité. Exactement. Oui, oui, oui. Toute personne a droit à l'intimité, même au sein du couple. C'est Donc, ce qu'on appelle le jardin secret, il y a des éléments où on n'est pas obligé de parler. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a des secrets, mais en fait, le fait de ne pas avoir cette liberté, ça va restreindre le développement d'une relation. Après, il y a le conseil classique des membres de la famille ou des amis qui disent: ah non, mais vas-y, regarde son téléphone, ça se trouve, il est en train de te tromper, comme ça, tu vas le coincer, tu verras. Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, la femme ou l'homme il va découvrir cette leçon un peu tordue et il va être déçu. Ça va générer un conflit. Et j'utilisais une image dans le sujet en espagnol qui est vraiment comparable. Imaginez-vous un dépôt de carburant et des munitions dans lesquels vous lâchez une bombe. Qu'est-ce qui va se passer? Ouf. Il ne reste plus rien. Ça fait une explosion, Ouais. ça fait l'effet d'une bombe et ça va tout brûler. Ça va détruire définitivement la relation. Donc, le fait qu'on arrive à ça me fait penser que cette réaction de contrôler le téléphone ou les réseaux sociaux de l'autre C'est une fausse solution. n'est pas constructive. Ouais, c'est une fausse solution, quoi. C'est une fausse solution, oui. On va dire qu'on va faire éclater l'abcès, mais cet abcès ne va pas guérir. En Mm. fait, le conseil que je donnerais, par contre, parce qu'on ne peut pas faire, comme je le dis dans le sujet en espagnol, on ne peut pas faire d'un cas particulier, on ne peut pas faire une généralité, on ne peut pas faire des jurisprudences comme ça. Ce n'est pas possible. Chaque cas est particulier, chaque cas peut se traiter d'une manière particulière. Donc, par contre, le conseil que je donne, et je le maintiens, c'est qu'on doit consulter, en fait, le couple doit consulter un conseiller familial, un thérapeute, un psychologue, une aide, un professionnel qui puisse les aider à gérer cette situation. Soit pour reconstruire la relation de couple, soit, ok, d'accord, il y a peut-être une infidélité ou il y a quelque chose qui commence, parce que sans qu'il y ait une infidélité, il peut avoir une affinité particulière avec une personne de l'autre sexe. C'est possible, sans qu'il n'y ait pas forcément d'infidélité, mais quand le couple va mal, ça peut être dangereux. Donc avant que ça dégénère, ça peut être traité. Donc on peut soigner les relations. C'est possible. C'est un peu comme quand on est malade, on va voir un médecin, il va nous prescrire des médicaments, il va faire un traitement et on va aller mieux. Dans le couple, des fois, ça va mal, inutile de passer directement à l'amputation. C'est inutile. Il y a des moyens de guérir, et puis si c'est trop grave et qu'il faut faire une amputation, on ne va pas faire à l'arrache. On le fait correctement. C'est-à-dire que s'il y a une séparation, il faut la faire de la manière la moins douloureuse pour les deux parties. C'est qu'il faut qu'ils soient accompagnés. Parce que oui, si à un moment donné les choses ne peuvent pas être arrangées, et que la séparation est inévitable, autant la faire dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est pour ça que ce conseil de contrôler la vie privée de l'autre n'est jamais un bon conseil, n'est pas constructif. Je pense que dans le couple, il doit y avoir de la confiance, et dans la confiance, il y a effectivement la possibilité de tromper l'autre, mais aussi la possibilité de ne pas le faire. Et donc, si on n'est pas libre, et qu'on est surveillé, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de confiance. Et s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de base saine sur laquelle construire une relation.
Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Et puis, la plupart des thérapeutes sont d'accord avec moi sur ce point. Puis, le septième, Devez-vous l'informer de vos horaires? ah bah, il y a des couples dans lesquels l'un ou l'autre, il doit effectivement marquer les horaires et puis et dire, informer, ouais, je vais rester, attends, je vais te donner, je vais t'envoyer mes coordonnées GPS pour te montrer où je suis. Je te montre des photos, je suis avec des amis du travail, ils m'ont invité après une réunion, je te montre les preuves. Ça ne devrait pas avoir lieu, en fait. Une simple information devrait être suffisante. Chérie, j'ai une réunion après le travail. Voilà, je vais arriver tard parce que c'est une activité et voilà, je t'explique. Et quand il y a de la confiance, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de jalousie. Oui, j'ai pas de problème, Mais s'il n'y a c'est pas de tout. confiance, ah, t'es sûr? Hein? Mhm. Tu serais pas en train de sortir avec une copine? Mais c'est ce qui arrive. Hein, il y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça. Mais en fait, quand ça arrive, attention, signal d'alerte. Mais en tout cas, restreindre l'autre, le priver de ses libertés, ce n'est pas bon. Donc, on doit avoir une certaine liberté d'horaire. Après, ça n'empêche pas de s'inquiéter parce que d'habitude, c'est pas un tel ou un tel arrive à telle heure à la maison et il n'arrive pas à passer un coup de fil. Chérie, comment ça va? Est-ce que je vois que tu n'es pas là? Est-ce que tu as eu t'as eu un problème? Non, non, c'est juste que je suis sorti avec des amis. La femme, elle dit, moi, j'ai des copines et on a décidé de faire du shopping. Désolé, je ne t'ai pas prévenu. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Amuse-toi. Donc, ça, c'est, voilà, ça, c'est une relation saine. Une relation qui n'est pas saine, comment ça se fait que tu n'es pas à la maison? Ah ouais, je suis sorti avec des copines et tu ne m'as pas prévenu. Et depuis quand tu sors comme ça? Mais ça ne va pas la tête. Tu as des choses, sois responsable. Je ne vais pas faire les choses qu'il faut faire à la maison à ta place. Tu vois, vous voyez, ce type de réaction va démontrer que l'autre il est en contrôle et ce contrôle est de la maltraitance. Le huitième, Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle minimise vos réalisations personnelles ou professionnelles? donc ça c'est effectivement, c'est une manière de dire, voilà, tu n'as pas de la valeur, tu es dépendant de moi, et ça évite de le mettre en valeur. Donc ça c'est une forme de maltraitance. Et comme je l'avais dit dans le sujet en espagnol, ça n'arrive pas que dans les couples. C'est même avec des amis où tu veux partager bah, ta réussite. Tu veux qu'ils soient contents avec toi. Et finalement, ils te disent bah, cool. Et ils te changent de sujet. Et on peut se dire que bon, c'est pas très grave, machin, machin. Mais cependant, ça a quand même un impact pour la personne qui a voulu partager sa réussite. Exact. À ce moment-là, il va se sentir un peu comme s'il gênait l'autre personne et il va se sentir triste, quoi. Du coup, il faut faire aussi attention à ce genre de détails. C'est très important de pouvoir parler du travail en couple. Parce que le travail, ça fait partie de la vie de la personne. Donc, quand on peut parler de travail, on doit être capable de soutenir l'autre. Moi, est-ce que j'ai un problème au travail? Oui, on va le soutenir. Mais est-ce que j'ai fait ça de bien? Ah oui, chérie, c'est génial. Ouais. C'est très bien. Et tu vas faire comment? On doit vraiment s'intéresser. On ne va pas faire semblant de s'intéresser. On doit vraiment s'intéresser et stimuler l'autre. Si on ne le fait pas, c'est une forme de maltraitance. On met la personne dans un état de bien-être en faisant ça. Exact. Lorsque vous faites quelque chose pour votre partenaire, vous remercie-t-il ou vous donne-t-il l'impression que c'est votre obligation? Ça fait Bon, mal. ça, c'est un classique en Amérique latine et il y a beaucoup de maris qui fonctionnent comme ça. Chérie, je suis arrivé, je me sers. Et la femme, elle dit, est-ce que ça t'a plu? Et je dis, mais heureusement pour toi que ça m'a plu. Hein. Voilà, ah non, Non, mais il y a des ah, hommes qui sont comme ça et c'est horrible. Au lieu de c'est dire horrible, ouais. merci, chérie, c'est délicieux. Tu es une excellente cuisinière. Tu as fait, c'est magnifique. C'était très bon. Être sincère, hein, pas dire ça pour dire. Hein. Pour être sincère, il faut pouvoir dire, chérie, c'est très bon, mais c'est un peu salé. Oui, voilà, quoi. Pour que ça soit sincère, il faut toujours dire la vérité, sinon ça Bah perd oui, la ça vanne. marche pas, hein. OK? Mais voilà, il faut savoir dire merci. Merci quand le mari arrive à la maison, bah, il y a la machine à laver qui est en panne, il va la réparer. Merci.
etc., etc., même pour les enfants, etc. C'est quelque chose qui s'est fait en famille, c'est important, même si c'est notre devoir, mais le fait de dire merci, apprécier, c'est une forme de reconnaissance, et ne pas le faire, donner l'impression que c'est une obligation, c'est la maltraitance. Tu viens de dire tout à l'heure, pour les enfants, c'est vrai que les enfants, ils regardent énormément, ils observent beaucoup leurs parents et comment ils se traitent entre eux. Mhm. Et le fait ils se disent entre eux: «Merci beaucoup», et cetera. Les enfants, quand on leur donne quelque chose, ça va être un automatisme après. Exact. Alors, organisez-vous votre temps libre? Pensez-vous que pendant votre temps libre, vous devez le consulter sur ce dont quoi vous investir dans votre temps? Ah. Il y a des hommes et des femmes qui sont des planificateurs professionnels, hein. Ils voient, leur partenaire, qui se repose sur le canapé, dit: «Ah, lui il fait rien. Ah bah tiens, je vais lui donner un petit Tu es truc en à train de faire». regarder la télé, tu vas Vantage Mécanique. Non, c'est pas le cas ici, si ça n'arrive pas. Mais tu es en train de regarder le foot, ça veut dire que tu as le ton. Et figure-toi qu'il y a ça et ça et ça qui ne fonctionne pas dans la cuisine, tu dois le faire. Il y a Donc, mieux à faire, la fameuse phrase. effectivement, on peut être dans le conseil, dans la concertation. En fait, ce qu'il faut retenir de cette partie du formulaire des signes, c'est l'imposition sur l'autre, qui doit être un signe qui doit attirer notre attention. Lorsque vous avez un problème, le minimise-t-il ou le minimise-t-elle avec des commentaires comme: «Ce n'est rien, vous vous plaignez de tout» et cetera? Mhm. Ça n'est rien. Franchement, t'es gâté, toi. T'es trop faible. Tu cries pour rien, tu pleures pour rien. Arrête, pleurnicheur. Quoi? Je te ramène un mouchoir? Tiens, un mouchoir. Oui, T'es là. c'est moqueur, quoi. C'est mon cœur, ça minimise. Et en fait, ça va. C'est la maltraitance parce que elle va envoyer des signaux très négatifs à l'autre où ces sentiments n'ont pas la place dans la famille et c'est dévalorisant. Oui, d'ailleurs, bah, le conjoint, ou le partenaire plutôt, ou la partenaire va, se sentir comme si, il ou elle ne devait pas exprimer ses émotions, sentiments, quoi. De peur d'être jugé et de recevoir ce genre de commentaires. Exact, exact. Quand il y a une dispute, dans la plupart des cas, cédez-vous, même si vous avez raison, parce que vous pourriez passer des jours sans vous parler et vous vider? Mm. C'est genre, t'es pas là. Tu sais quoi? Puisque c'est comme ça, je te parle plus. Et je connais des couples qui peuvent ne pas se parler pendant des mois. J'ai déjà vu hein, des couples qui ne sont pas parlé pendant des mois. Et pour qu'ils se réparent, ils ont dû faire intervenir un spécialiste. Donc, si ça arrive, c'est une réalité. Est-ce que ça devrait arriver? Je pense que non. Je pense que dans une relation saine, le dialogue devait être le composant principal qui devrait éviter ce genre de réactions. Exact. S'il ou si elle a un problème en dehors du cadre du couple, il ou elle vous fait sentir responsable? Mhm. Oui. Genre, elle a fait un accrochage en voiture. Elle a dit, ouais, il y a un conducteur qui m'a serré la voie, il m'a fait un cul de poisson. Voilà, j'ai un peu abîmé la voiture, c'est pas de ma faute. Le mari, il arrive, il dit, ouais, bah, je sais comment tu conduis, comment n'importe quoi, tu sais même pas conduire. Ça se trouve, c'est de ta faute. Tu verras, tu vas voir, il va pas. En fait, c'est la personne, bah, systématiquement, s'est positionnée de l'autre côté. C'est-à-dire, ouais, c'est ta faute. Peu Moi, importe. après, j'ai l'impression que c'est aussi, une histoire de dominance, C'est ça, qui c'est revient, la en fait. domination. Ouais, ils veulent se poser. Systématiquement, c'est sur la Ouais. domination. Et aussi, dans le sujet en espagnol, j'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que, on rentre chez soi, on doit laisser tous les problèmes, en dehors de la maison, quoi, à la porte d'entrée. Effectivement. Pour Effectivement. justement pour protéger, même, le foyer et pour que le foyer soit comme un paradis, quoi. Oui, mais le couple, dans une relation de couple, les deux parties
Ils doivent avoir la possibilité de parler des problèmes. C'est ça, mais d'une forme, on va dire adulte, en Constructifs, oui. ouais, en constructive, exactement. Quand on dit de laisser les problèmes dehors, c'est laisser la charge émotionnelle des problèmes dehors. C'est ça. OK? Le 15e et dernier pour aujourd'hui, puisque le temps est écoulé et on va devoir bientôt arrêter. On parle trop, papa. Vous sentez-vous coupable lorsque vous tombez malade ou il ou elle se met en colère et se plaint de l'ennui? Là, tu es vraiment un flemmard. Tu es encore malade. C'est pas Non, non. possible. Tu prends pas soin de ta santé. Voilà, regarde comment tu es. Tu fais même pas de sport. Là, regarde, c'est ta faute. Et je dois encore te supporter. Je vais pas me charger avec toi. Hein, tu te débrouilles. Hein, tu peux pas faire. Tu as eu un accident, bah, c'est ton problème. Hein, tu n'avais qu'à faire attention. Mais non, tu te débrouilles. Mais tu vas te soigner tout seul, quoi. Il y a des couples qui sont même capables de dire à l'autre, bah, tu t'es cassé quelque chose, ah bah, tu n'avais qu'à faire attention, mais non, tu vas tout seul à l'hôpital, je ne vais pas te ramener. Hein. Là, c'est trop long, je ne vais pas attendre. C'est moche, hein. C'est moche, c'est C'est horrible. horrible, Et oui. c'est une forme de maltraitance. Non, mais là, c'est flagrant. Oui, là, c'est flagrant. Donc voilà, pour terminer dans cette partie-là, donc on a déjà abordé un peu les questions qui ont été posées, diverses questions qui ont été posées dans la partie en espagnol. Euh, Je pense que le sujet il est assez vaste, mais bon, on commence juste à poser les bases pour pouvoir identifier des problèmes de maltraitance. Ok, bah, le temps s'est terminé, malheureusement. Voilà, j'aimerais bien rester des heures et des heures à partager avec vous toutes ces choses-là. Je pense que comme le commentaire qui a été fait pour certaines vidéos, j'ai reçu des messages me disant, oui, c'est magnifique ces sujets, mais vous les traitez d'une manière trop superficielle. Effectivement, ces sujets-là peuvent être le sujet d'étude pendant des années. Euh, mais bon, ça n'a pas pour vocation d'être un traité sur la psychologie, mais à vous donner, en fait, l'idée, c'est de vous donner des éléments clés pour comprendre la façon dont vous fonctionnez, dont nous fonctionnons, et vous aider à mieux aborder la vie. Mais vous allez comprendre à la fin de ce séminaire où vous en venir. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci pour la patience et merci à Eden qui nous accompagne aujourd'hui. Avec plaisir. Aussi pour les personnes qui nous accompagnent en ligne à travers la salle Zoom. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo par la chaîne YouTube, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez ce sujet, n'hésitez pas à le partager sans modération, à donner un like. C'est une manière très efficace de soutenir notre action. Je vous invite aussi la semaine prochaine, puisqu'on va continuer sur sur les 30 signes qui indiquent la maltraitance. Donc, on a fait 15 aujourd'hui, on fera les autres 15 la semaine prochaine. On va voir quelles sont les conséquences de la maltraitance psychologique. Et puis après, dans les autres sujets, on va traiter un test pratique pour savoir si je suis ou non maltraité. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. À la semaine prochaine. Bye bye.